La Coupe du Monde de la FIFA est l'un des événements sportifs les plus prestigieux au monde. Depuis sa création en 1930, elle est devenue une compétition emblématique, rassemblant les meilleurs pays de football du monde entier pour déterminer le champion mondial. Voici l'histoire de la plus grande des compétitions. Sous l'impulsion de son président, le français Jules Rimet, la FIFA décide de l'organisation d'une Coupe du Monde, le 28 mai 1928. Elle choisit l'Uruguay comme pays organisateur le 18 mai 1929 pour fêter le centenaire de l'indépendance du pays. Mais aussi parce que le pays accepte de payer les frais de participation des équipes et de construire un nouveau stade. La première édition aura lieu en 1930 et voit s'affronter 13 équipes, chacune répartie dans 4 groupes. La France se trouve dans le seul groupe de 4 équipes, avec l'Argentine, le Mexique et le Chili. Les Bleus finissent 3e et l'Argentine sortira de cette poule avec la Yougoslavie. L'Uruguay et les États-Unis sortiront eux de l'autre poule. On arrive donc en demi-finale, où les Argentins vont infliger une lourde défaite, 6-1 aux États-Unis, et l'Uruguay s'impose sur le même score contre la Yougoslavie. La finale voit alors s'affronter les deux voisins, et c'est le pays hôte qui va finalement l'emporter 4-2, après avoir été mené au score 2-1. Et se voit décerner le trophée Jules Rimet, du nom du créateur. Pour l'édition suivante, on se déplace cette fois en Italie, où 3 nouvelles équipes seront conviées, ce qui porte le total à 16. On oublie les phases de poule et on arrive directement en phase finale. La France affronte cette fois l'Autriche, mais s'inclinera 3-2 après prolongation. L'Uruguay refuse de participer et répond aux Européens qui avaient montré peu d'envie de se déplacer 4 ans plus tôt, comme l'URSS, l'Allemagne ou l'Angleterre. C'est une nouvelle fois le pays hôte qui va s'imposer car l'Italie va se défaire facilement des USA, 7-1, puis rencontrer plus de difficultés contre l'Espagne, où ils iront jusqu'en prolongation avant de battre l'Autriche et d'arriver en finale à Rome contre la Tchécoslovaquie. Le premier but viendra de Antonin Puig à la 71e minute, avant que les Italiens n'en marquent 2, coup sur coup, pour être sacrés champions du monde 1934. La France accueillera la 3e édition, avec des stades toujours mythiques aujourd'hui comme le Parc des Princes, le Stade de la Méno, Auguste Delaune ou encore le Stade Vélodrome de l'OM. Le pays hôte commencera contre la Belgique et s'impose 3-1 avec un but de Émile Vénante et 2 de Jean Nicolas. Ensuite, nos Bleus se trouvent face aux champions en titre italiens et se prendront 3 buts à Paris. Les Italiens qui conservent leur titre en battant en finale la Hongrie de Alfred Schaffer, 4-2. En 1936, la FIFA doit désigner le prochain pays hôte. L'Allemagne se porte candidate et peu de temps après, c'est le Brésil qui pose sa candidature. En 1939, Jules Rimet se déplace à Rio pour examiner la candidature du Brésil, mais pendant son séjour, l'Allemagne commence son invasion de la Pologne, ce qui va mener au report de la 4e édition jusqu'à la fin du conflit. En 1942, la guerre continue et la compétition est de nouveau reportée. Elle reprendra lors de l'année 1950 où le Brésil est choisi pour l'organiser. Pour cette édition, la France décline l'invitation, en cause de trop longues distances à parcourir entre chaque match. Ce qui fait que dans son groupe, seuls l'Uruguay et la Bolivie joueront, à cause des forfaits de la France, de l'Écosse et de la Turquie. L'Inde déclare elle aussi forfait, car elle se voit obligée de porter des chaussures et refuse catégoriquement. Lors de cette édition, la finale se joue sur une phase de poule, où l'on retrouve l'Espagne, la Suède, le Brésil et l'Uruguay. Le hasard a fait que le dernier match, opposant l'Uruguay et le Brésil, désignera le vainqueur. C'est le Brésil qui va mener de la 47e minute à la 66e minute, suite à l'égalisation de Schiaffino pour l'Uruguay. Et c'est à la 79e que Didia va planter un but pour l'Uruguay. Le score ne bougera plus et le Brésil perd ce qui est aujourd'hui connu comme le drame du Maracanazo. Tellement un drame que la remise de la coupe fut annulée et Jules Rimet remit la coupe directement en bord de pelouse au capitaine uruguayen. Pour l'édition de 54, c'est un retour en Europe et cette fois en Suisse, où la France va bel et bien participer. Elle tombe d'ailleurs contre le Mexique, la Yougoslavie et le Brésil. Mais les Bleus retombent dans leur travers et seront éliminés dès le premier tour. On aura le droit ici à une finale 100% européenne opposant l'Allemagne de l'Ouest à la Hongrie d'un certain Ferenc Puskás. Mais en face, Helmut Rahn, qui avait déjà inscrit un doublé, va de nouveau marquer 2 buts pour permettre aux Allemands de mener au score 3-2 à la fin du temps réglementaire et de remporter la première Coupe du Monde de l'Allemagne. Les champions de titre se déplacent alors en Suède en tant que grand favori avec un Helmut Rahn qui va inscrire cette fois 6 buts dans la compétition. Et pourtant il ne sera pas meilleur buteur, parce qu'en France on a l'arrivée de joueurs comme Roger Piantoni, Raymond Kopa, mais surtout un très grand Juste Fontaine qui va claquer 13 buts dans cette seule compétition. La France qui retrouve la Yougoslavie et voit aussi dans son groupe l'Écosse et le Paraguay commence avec une victoire 7-3 avant d'être vaincus par la Yougoslavie, mais ils réussiront à se relancer contre l'Écosse et finir premier de leur groupe. Ils arrivent alors en quart de finale, face à une Irlande du Nord emmenée par McParland, auteur de 5 buts sur la seule phase de groupe. Pourtant l'attaque française sera sans pitié et va inscrire 4 buts pour filer en demi-finale et défier le très grand Brésil. Mais c'est un jeune joueur d'à peine 18 ans qui va humilier les Bleus en marquant un triplé en 23 minutes.
Le jeune Pelé emmène son pays en finale, mais avant, la France va jouer pour la 3e place face aux champions allemands. Champions ou pas, les Bleus vont s'imposer là 6-3. On retrouve Pelé en finale contre la Suède, le pays hôte qui lui non plus ne fera pas le poids et s'incline lourdement 5-2. On voit alors apparaître les débuts d'une légende. Celle de Pelé qui va remporter sa 2e Coupe du Monde en 1962 au Chili. Il sera cependant victime d'une très grave blessure dès le 2e match, mais heureusement, des joueurs comme Garrincha ou Vava vont à leur tour porter le pays. En 1966, la Coupe du Monde est jouée en Angleterre. Quelques mois avant le début de la compétition, la coupe est volée, mais retrouvée de façon assez folle que la chaîne Remontada a déjà expliqué. Je vous mets le lien juste en description. Cette compétition en Angleterre est marquée par Eusebio, le Portugais qui, à lui seul, va mener son pays en demi-finale. Mais c'est encore une fois le pays hôte, l'Angleterre cette fois-ci, qui va l'emporter et être sacré. Le trophée sera remis des mains de la reine au capitaine Bobby Moore. 4 ans plus tard, c'est au Mexique de recevoir la Coupe du Monde en 1970, sans la France, mais avec des joueurs comme Gerd Müller ou Franz Beckenbauer pour l'Allemagne qui finit 3e, l'Italie de Giovanni Rivera qui finit 2e, et enfin le Brésil, qui lui finit 1er et sacré grâce à des joueurs comme Pelé, Jairzinho ou Rivelino. Un 3e sacre pour le Brésil qui a toujours en mémoire la défaite contre le Uruguay en 1950, 20 ans plus tôt. Pour la 10e édition, c'est l'Allemagne de l'Ouest qui va accueillir la compétition reine. Fait important, le trophée que l'on connaît aujourd'hui fut introduit lors de cette édition. D'ailleurs, son voisin est-allemand s'est aussi qualifié et se retrouve dans le même groupe que le pays hôte. Pays hôte qui va s'incliner lors de son dernier match contre la RDA, défaite qui paradoxalement va arranger l'équipe, qui évite alors un groupe composé du Brésil, de l'Argentine et des Pays-Bas, un vrai groupe de la mort dont les Oranges vont sortir largement vainqueurs avec 3 victoires en 3 matchs. De son côté, l'Allemagne de l'Ouest affronte-t-elle la Pologne, la Suède et la Yougoslavie, des affrontements dont elle sort constamment vainqueur. La finale oppose donc les Pays-Bas face à l'Allemagne de l'Ouest. Niskens ouvre le score sur pénalty pour les Pays-Bas. Mais une vingtaine de minutes plus tard, c'est Breitner qui égalise pour l'Allemagne, et juste avant la mi-temps, Gerd Müller donne l'avantage, le match se finit sur le score de 2-1. Et voilà Mannschaft soulever là sa 2e Coupe du Monde. Pour cette 11e édition, c'est un total de 16 équipes qui se déplacent en Argentine. Parmi les 16, on retrouve la France, emmenée notamment par Marius Trésor, et elle tombe dans la poule 1, avec l'Italie, la Hongrie et le pays hôte, donc l'Argentine. Cette fois, ce sont les 2 premiers qui sortiront des groupes, et l'Italie finit 1re et l'Argentine 2e. Dans les autres groupes, c'est la Pologne, l'Allemagne de l'Ouest, l'Autriche, le Brésil, le Pérou et les Pays-Bas qui s'en sortiront. Pour la suite, on repart sur des groupes, avec les premiers du groupe 1 et 3, et les deuxièmes du groupe 2 et 4, dans la A, et les autres dans la B. Ce qui fait qu'on a le droit à un groupe Pays-Bas, Italie, Allemagne de l'Ouest et Autriche, dont les Pays-Bas sortent vainqueurs, et dans le deuxième, Brésil, Pérou, Argentine, Pologne, dont l'Argentine sortira vainqueur. Cela nous donne alors une finale Pays-Bas et Argentine, et avec un grand Mario Kempes, double buteur et passeur, les Argentins soulèvent ici leur première Coupe du Monde, en remportant cette finale 3-1. En Espagne en 82, les champions du monde en titre seront du déplacement. Tout comme nos Bleus qui s'inclinent d'abord contre l'Angleterre avant de gagner facilement contre le Koweït et de finir avec un match nul face à la Tchécoslovaquie, en ayant notamment pris un pénalty d'un certain Antonin Panenka, inventeur du célèbre geste que Zizou reprendra plus tard. On repart ensuite sur des phases de groupe avec 3 équipes et la France gagne ses 2 matchs contre l'Autriche 1-0 et l'Irlande du Nord 4-1 pour filer alors en demi-finale contre l'Allemagne de l'Ouest. Le match se termine au tir au but, pas trop le point fort des Français déjà à l'époque car ils s'inclinent alors 5-4. L'Allemagne, demi-finaliste lors de la précédente édition, retrouve l'autre demi-finaliste italien. Le gagnant pourrait alors soulever sa 3e Coupe du Monde. Paolo Rossi va ouvrir le score pour l'Italie au bout de la 57e minute de jeu, avant que Marco Tardelli double la mise. Puis Alessandro Altobelli aggrave le score. 3 minutes plus tard, ce sera Paul Breitner qui réduit l'écart, mais trop tard. L'Italie soulève là sa 3e Coupe du Monde, avant de se déplacer au Mexique, en 1986, où elle tombe contre l'Argentine d'un certain Diego Armando Maradona. Un joueur qui s'illustre notamment en quart de finale contre l'Angleterre en marquant un doublé. Le premier avec la fameuse main de Dieu, et le deuxième en traversant tout le terrain et en jouant avec les Anglais pour se qualifier en demi-finale. Demi-finale où il retrouve la Belgique, et il récidive et inscrit un nouveau doublé. L'Argentine est en finale, mais de l'autre côté on a l'Allemagne de l'Ouest, face à la France,
D'un côté Brême, Voleur ou Rummenigge, et de l'autre Papin, Platini ou Gentilgana. Que des grands noms, mais les Allemands, revanchards de leur défaite en finale 4 ans plus tôt, décrochent leur ticket sur le score de 2-0. La France va aller chercher la 3e place dans la petite finale contre la Belgique, mais on se souvient plus du vainqueur, l'Argentine s'impose 3-2 et l'Allemagne perd une nouvelle finale, la 3e de son histoire. C'est donc en tant que champion du monde que l'Argentine s'avance en Italie. Malgré un groupe largement à leur portée, les Argentins finissent 3e de leur groupe. Aujourd'hui ça ne passerait pas, mais à l'époque, un peu comme à l'Euro aujourd'hui, les meilleurs 3e sont qualifiés. Les Français, eux, ne font pas partie du voyage, mais par contre les finalistes des 2 dernières éditions, eux, oui. Ils battent d'abord la Yougoslavie, 4-1, avant de rouler sur les Émirats Arabes Unis, 5-1. Ils terminent la phase de groupe sur un match nul contre la Colombie du grand Valderrama. En 8e de finale, les Allemands retrouvent les Pays-Bas, de Koeman, qui marque à la 89e minute dans ce match, mais c'est trop tard. L'Allemagne en a déjà marqué 2 et continue son aventure contre la Tchécoslovaquie. Grâce à un penalty de Lothar Matthäus, ils battent les Tchèques et se hissent en finale contre l'équipe de Gary Lineker. Les Allemands ouvrent le score, mais quelques minutes après, c'est la légende anglaise qui égalise. Le score ne bouge plus et on part alors au tir au but. Les Allemands commencent et n'en ratent aucun. Les Anglais, eux, vont voir leurs 2 dernières tentatives échouer et laissent les joueurs de Franz Beckenbauer partir pour une 3e finale de suite, où ils retrouvent de nouveau les Argentins de Maradona. Cette fois, les Allemands ont appris et restent très solides en défense, voire même trop. Seul un penalty vient mouvementer cette rencontre à la 85e minute de jeu. Andy Brême s'avance face à Sergio Goycochea et le met. 1-0 pour l'Allemagne de l'Ouest, c'est le score définitif, et après 3 finales perdues, ils ont maintenant tout autant de finales gagnées. Pour le mondial américain, en 1994, les Bleus ne sont toujours pas du déplacement. Les champions du monde, eux, sont bien présents, mais se font stopper en quart de finale contre la Bulgarie de Stoïkov, qui se fait elle-même éliminer en demi-finale à cause d'un doublé de Roberto Baggio. L'Italie est donc en finale, et contre elle, le Brésil. Ce n'est pas le grand Brésil, mais on retrouve tout de même quelques noms sympathiques, comme Rai, Romario, Bebeto, ou un jeune joueur de Cruzeiro, Ronaldo Nazario. Les 2 équipes poussent, mais aucune ne trouve le cadre jusqu'à la séance de tir au but. Le premier de chaque camp est raté, le 2e et le 3e marqués. Sur le 4e, l'Italie rate, mais le Brésil marque. Et Roberto Baggio s'avance. Il doit marquer pour pouvoir espérer, mais son tir au but n'est pas du tout cadré. L'Italien maudit ou encore l'homme mort debout, tous les surnoms seront donnés à cette image de Roberto Baggio. Le Brésil retrouve son sacre et voit une nouvelle génération pousser petit à petit les portes de la sélection. On a déjà évoqué R9, mais on peut maintenant retrouver Dida en tant que 3e gardien, Rivaldo, Roberto Carlos ou Cafu, avec un mélange d'expérience puisque l'on a conservé Taffarel, Dunga ou Bebeto. D'ailleurs, le mondial en 98 se joue en France, et ça fait du bien de revoir les Bleus dans cette compétition. Dans le groupe C, les Bleus se défont facilement de l'Afrique du Sud, 3-0, puis de l'Arabie Saoudite, 4-0, avant d'affronter le Danemark, contre qui ils vont gagner 2-1. Les Bleus vont ensuite avoir quelques difficultés contre le Paraguay, mais c'est le président, Laurent Blanc, qui qualifie la France en prolongation. Les Bleus se sont fait peur, et ce n'est pas prêt de s'arrêter là. Contre l'Italie, il n'y aura aucun but, et les Bleus sont contraints au tir au but. C'est l'Italien Di Baggio qui tire le dernier tir au but. S'il le marque, alors la séance continue, et s'il le rate, alors les Bleus continuent l'aventure. Il s'avance face à Fabien Barthez, tire mais voit la balle heurter le poteau. La France est donc en demi-finale de son mondial. Les autres équipes qualifiées sont le Brésil, les Pays-Bas et la Croatie. Malgré un terrain désormais bien connu des Bleus, puisque c'est sur cette même pelouse qu'ils ont éliminé les Italiens 5 jours plus tôt, ce sont les Croates de Davor Šuker, alors joueur du Real Madrid, qui vont ouvrir le score. Mais on peut compter sur l'inattendu Lilian Thuram pour égaliser dans la minute, puis marquer un doublé à la 70e minute de jeu pour envoyer la France en finale, où elle affronte le grand Brésil, champion du monde en titre. Une finale dans laquelle les Bleus se montrent très agressifs dès le début, tellement qu'ils marquent au bout de la 27e minute sur une tête de Zinedine Zidane, avant de récidiver juste avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, la France se montre plus prudente et souhaite garder son avance de 2 buts. Une avance qui grandit avec le but d'Emmanuel Petit, au bout de la 93e minute de jeu. Ça y est, la France est championne du monde, à la maison, et Zinedine Zidane sera sacré meilleur joueur du monde. Une France qui a montré son meilleur visage, avant de sombrer en Asie, dans une phase de poule à sa portée pour la Coupe du Monde 2002, avec le Danemark, le Sénégal et l'Uruguay. La France réussit à finir dernière de son groupe avec un seul petit point sur un match nul 0-0 contre l'Uruguay. Le Brésil, lui, se porte bien mieux. Vainqueur de la Turquie, de la Chine et du Costa Rica, les finalistes sortent de leur groupe avec 3 victoires en 3 matchs et 11 buts inscrits pour seulement 3 encaissés. Ils filent donc en 8e de finale pour continuer leur sans faute en battant la Belgique 2-0 à Kobe. La suite s'annonce plus compliquée car les Brésiliens sont menés dès la 23e minute contre les Anglais de Michael Owen, mais le duo Rivaldo-Ronaldinho rassure et marque coup sur coup pour qualifier le Brésil en demi-finale contre la Turquie, qu'ils avaient déjà battu en poule sur le score de 2-1. Cette fois on garde le but d'écart, mais c'est sur la plus petite des marges, 1-0, que le Brésil se qualifie pour sa 3e finale de suite. Une finale qui les oppose aux Allemands de Oliver Kahn ou encore Miroslav Klose, mais en face c'est du solide, avec une défense Lucio Edmilson Roque Jr.,
Sur les côtés, Cafu et Roberto Carlos. En attaque, Rivaldo, Ronaldo et en 10, Ronaldinho. La Mannschaft va tenir, mais R9 trouve la faille après 67 minutes de jeu, avant d'enterrer les espoirs allemands 12 minutes plus tard. Le Brésil peut désormais afficher une 5e étoile sur son maillot, un véritable record. Malgré 3 finales, dont 2 victoires, le Brésil se déplace en Allemagne avec une équipe vieillissante. Certes des stars, mais Ronaldo, Ronaldinho ou encore Cafu n'ont plus la même forme. La France, championne du monde en 98, se trouve dans la poule G. De grands espoirs, un mélange d'expérience et de jeunesse, et surtout la dernière danse de Zinedine Zidane. Face à la Suisse, les Bleus font match nul, 0-0, puis un partout contre la Corée du Sud. Heureusement, la victoire contre le Togo permet à la France de se qualifier en 8e. Elle retrouve l'Espagne, qui possède déjà une très belle équipe et qui ouvre le score sur un pénalty de David Villa. Sur une action ratée, le jeune Franck Ribéry s'avance face à Casillas avec la balle au pied. Égalisation et il faudra attendre la 83e minute pour que Zinedine Zidane trouve Vieira qui donne l'avantage. Passeur puis buteur, Zizou acte la qualification de la France avec son but à la 90e minute. Direction les quarts, où cette équipe retrouve le grand Brésil, mais les images parlent d'elles-mêmes. Victoire 1-0 de la France contre le Brésil d'une Seleção à une autre, et en demi-finale c'est le Portugal, d'un prometteur Cristiano Ronaldo qui voit un pénalty de l'éternel Zinedine Zidane les éliminer. Les Bleus sont en finale contre une Italie qui vient d'éliminer le pays hôte allemand. Dans un match serré, Zidane ouvre le score mais Materazzi égalise quelques minutes plus tard. Le score reste tel quel jusqu'en prolongation mais l'Italien est au sol. L'arbitre décide alors de regarder les images sur les écrans géants. Décision illégale dans le contexte de l'époque, et pourtant les images sont claires. La légende s'en va sur un carton rouge et laisse son pays orphelin dans une séance de tir au but dont elle s'incline. L'Italie remporte là sa 4e finale de Coupe du Monde. En 2010, nous aurons le droit à la première édition sur le continent africain. C'est l'Afrique du Sud qui accueille, et on ne parlera pas de la France, qui a décidé de faire grève. Mais cette Coupe du Monde voit naître le tube Waka Waka, qui depuis est la chanson mythique de la compétition. Elle voit aussi sacrer l'Espagne, avec un jeu magnifique et surtout ce milieu de terrain, Iniesta, Xavi, Busquets et Xabi Alonso. Un régal, et encore une fois les Pays-Bas vont perdre une finale. La 3e en autant de participation. Dommage pour ce pays qui aurait mérité au moins une étoile. Mais c'est avec un esprit revanchard que les Oranges retrouvent les Espagnols 4 ans plus tard au Brésil. L'Allemagne va dominer les débats et remporter la Coupe du Monde sans oublier d'humilier le Brésil, pays hôte, et grand favori au passage devant le monde entier. Une équipe sans cœur va mettre 7 buts à l'équipe du Brésil, au Brésil devant le monde entier. Et le pire c'est que lorsque Oscar va marquer un but à la 90e minute pour sauver l'honneur, c'est Manuel Neuer qui va péter un plomb et va pas apprécier de s'être pris ce but, en s'en prenant notamment à sa défense. C'est à ce moment-là l'apogée du football allemand, la fameuse mentalité allemande. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.